Bonjour, bienvenue sur l'épisode 7.4 du projet Nomade. On va continuer la pose de la voie et la mise en place de l'infrastructure de l'environnement. Je vais laisser un petit peu en pause la voie en arrière-plan pour m'occuper des deux voies au premier plan, après l'appareil de voie qui est un aiguillage courbe de chez Peko, référence SLE 187. Alors pour pouvoir positionner l'appareil de voie sur le trackbed correctement et pour pouvoir percer les droppers, j'avais utilisé ce gabarit de placement qui me permet de pouvoir avoir exactement au bon positionnement le fil de la pointe de cœur, les alimentations gauche et droite de l'aiguille et l'emplacement où va se trouver le moteur d'aiguillage. Donc ces gabarits-là font partie de la gamme de pose, d'aide de la pose de voie de MuJunction. Je vous mets en description les liens pour pouvoir les acquérir. Alors ensuite, après, je voudrais répondre à quelques petites questions qui ont été posées dans la dernière vidéo et je trouvais intéressant de revenir un petit peu dessus. Les voies qui sortent de la boîte sont en armature moderne, c'est-à-dire complètement homogènes au niveau de leur placement de traverse, et c'est très bien pour faire de l'époque 5 ou de l'époque 6, on n'a pas besoin véritablement de revenir dessus, même si techniquement par rapport à la configuration de placement de traverse SNCF après la réforme de 1961, le positionnement n'est pas tout à fait exact par rapport à ce que choisissent les fabricants. Et donc, le fait de reprendre les dispositions de traverse permet d'avoir une voie un peu plus réaliste et surtout francisée. Francisée par rapport à la pose de la voie. Et effectivement, les différentes compagnies ferroviaires avant la création de la SNCF en 1938 avaient leur propre pose de la voie. Une voie PLM n'a pas du tout le même aspect, qu'elle soit en plus en circulation symétrique ou asymétrique, qu'une voie midi ou une voie nord ou une voie de l'Est. Et donc, le fait de refaire le travelage va permettre de donner un aspect un petit peu plus personnalisé à la voie et donc augmenter son réalisme. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu le parent pauvre, la voie où on utilise ce que nous fournissent les fabricants. Et malheureusement, dans la plupart des cas, on est complètement captif de ça. Donc, tout l'intérêt de refaire ce travelage, c'est justement de permettre à garantir d'avoir un aspect plus attrayant à l'œil et surtout plus conforme par rapport à la circulation sur les réseaux. Maintenant, vous voyez bien sur la construction de l'ensemble du module que je passe de l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que quand on fait la conception des rapports de masse, on a donc l'ensemble des volumes très très grossiers qui vont représenter le relief, mais après, on va venir, d'une part, faire comme les ingénieurs du chemin de fer, c'est-à-dire venir intervenir sur les plateformes de voie, poser les plateformes de voie, mais au même moment, affiner aussi le relief pour, cette fois-ci, ne plus être dans le rapport de masse, mais être dans le figuratif. Et donc, ce sont deux éléments qui se font simultanément, ce qui permet aussi de vérifier le bon passage en gabarit, etc., notamment dans les courbes. Alors, vous allez voir que pour l'instant, je n'ai posé que des gabarits sur des voies rectilignes, et que effectivement, quand on arrive en courbe, il va y avoir une modification sur la façon dont on va devoir adapter les traverses. Effectivement, les gabarits sont prévus pour vous donner une bonne répartition des traverses, mais en ligne droite. En ligne courbe, c'est un petit peu délicat, parce qu'il faut les reprendre un par un. Alors c'est pas impossible, vous allez voir, on va le faire très bien, mais ça demande un petit peu d'adaptation par rapport à la pose automatique en ligne droite, où c'est relativement simple, parce qu'il suffit de mettre les traverses dans le gabarit, passer les profilés de rail, fixer la voie, et ensuite après la poser sur le réseau. Après, c'est sûr que au plus on va avoir des courbes serrées, au plus on va devoir retoucher l'espacement des traverses pour que visuellement ça corresponde aussi et qu'on respecte bien le fait que la traverse doit être perpendiculaire au profilé de voie. Il ne faut pas que la traverse soit de traviole. Or, quand on va venir tordre un rail flexible, il va avoir tendance à laisser ses traverses, dans un premier temps, prendre des dispositions qui ne sont pas forcément très heureuses à l'œil et très réalistes, du coup.
Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on va vraiment faire de la pose de la voix depuis l'appareil de voix. On va continuer la mise en place du relief sur les abords de la voix, ce qui va nous permettre ensuite, après, une fois que les différents éléments qui ont été déjà disposés en arrière-plan sur la voie ligne droite de 118 qui est en arrière-plan, que les différents éléments que j'ai posés hier soient bien secs, bah, à ce moment-là, dans un prochain épisode, je reviendrai sur la voie en tunnel, parce que là, pour l'instant, je ne peux pas intervenir. Il y a encore des endroits qui sont trop frais pour pouvoir intervenir, et en plus, la température ayant chuté cette nuit, bah, du coup, les choses sont pas forcément super secs ce matin, quand je commence le tournage de l'épisode suivant. Donc, on va s'occuper des voies au premier plan, et de l'ensemble du relief, et on va aussi parler un petit peu de la gare et des différents éléments qui seront autour du BV. Eh bien, allons-y. Allez, on commence avec un petit peu de terrassement pour camoufler ce qui a été fait hier, notamment le tuyau flexible qui va servir à alimenter en électricité l'éclairage du tunnel et le diorama avec certainement le bâtiment ou la fermette ou la maison qui sera sur les hauteurs. Donc là, pas de difficulté particulière. J'utilise mon torchis qui est en mélange 60% de sciure de bois, 40% de plâtre. J'ai pas besoin à cet endroit-là de surcharger en plâtre, puisque de toute façon, il va y avoir la sous-couche anthracite qui va venir fixer la surface et finir l'encollage de la surface avant que ce soit peint. Il y aura à cet endroit-là aussi du Magigras qui sera appliqué, donc de toute façon, j'ai pas besoin d'avoir une structure qui soit énormément compacte et que ça reste un minimum léger, parce que si je rajoute trop de plâtre, après, ça va commencer à être très lourd. Et donc, là, pas de difficulté particulière. Je préfère, moi, faire par petite quantité, au lieu de me faire un gros mélange. Donc j'ai un petit ramequin de récupération qui me permet de pouvoir faire une dose, et cette dose, je l'applique, et ensuite, après, je passe à la suivante. Voilà, donc ça me permet de boucher la tranchée, et effectivement, une fois que la tranchée a été bouchée par mon torchis, eh bien, là, elle se voit plus. Miracle! Donc ça, c'est plutôt aisé, plutôt facile. Et on voit bien l'intérêt de réfléchir d'abord en termes de masse d'infrastructure, puis ensuite, après, de venir poser les différents éléments structurants de l'infrastructure du réseau, puis ensuite, après, terminer avec le décor. Alors, toute cette partie-là, volontairement, je ne la fais pas plus en amont, puisque de toute façon, il va y avoir tout l'aménagement des voûtes. Alors maintenant, je vais m'occuper du BV de la gare, et plutôt, je vais m'occuper des deux points d'alimentation où je vais faire venir les câbles. Alors j'ai percé peut-être un peu large, là j'ai utilisé la mèche de 11. C'était peut-être un petit peu too much, j'aurais pu le faire avec une mèche de 6, j'avais pas besoin d'avoir des trous aussi grands. Mais bon, après, ça n'a aucun impact, de toute façon, ça ne se verra pas, donc voilà, il y aura tout l'aménagement à l'intérieur de la gare, mais ça fera l'objet d'une vidéo spécifique dans la playlist Advanced Nomad pour continuer la construction du BV de la gare, mais au moins là, on a les 4 murs, on a le petit quai, et maintenant, je vais pouvoir faire mes différents raccords de trackbed que j'ai posés là, et placer mon enduit sur le torchis, enfin, la sous-couche de peinture mêlée avec de la colle à bois sur le torchis, et on voit que le torchis n'est pas encore complètement sec. Et vu l'humidité ambiante, j'ai préféré ne pas attendre et me dire ça va sécher en même temps. Voilà, maintenant on va utiliser un petit aide de perçage pour les droppers de la double voie. Donc ça, c'est les droppers d'alimentation, hein. Ce gabarit de perçage, je vous mets le lien en description. Ça permet de pouvoir avoir les droppers qui sont en dessous de la voie, et donc d'être très très discret quand on va les souder au rail. Et donc j'ai pris des portions de 25 cm pour pouvoir avoir mes droppers. Là j'ai pareil le gabarit de perçage pour l'aiguillage courbe SL187 de Peco, et là je vais
je vais coller donc l'aiguille. Alors donc, pas besoin, pareil, hein, de mettre énormément de colle. Et puis je vais utiliser le moteur MP5 pour bien vérifier que l'aiguille soit bien positionnée par rapport à son trou sur la commande des lames d'aiguille et qu'il n'y ait pas de problème. Puis ensuite, après, je vais venir rajouter du poids. Pendant ce temps-là, pendant que tout ça sèche, je suis en train d'enfiler les traverses sur les portions de voie qui vont être posées, ainsi que souder les plaques CI. Allez, maintenant on va attaquer le gros morceau que vous attendez tous et toutes, la pose des 2 tronçons de voie qui sont en face du quai de la gare. Alors, la voie a été préparée avec les gabarits, et les perçages pour placer le fil des droppers a été fait. Et donc maintenant, il faut placer la voie. Alors, placer la voie, ça nécessite un peu de préparation. Bien prendre son temps sur cette étape-là, parce que c'est ça qui va garantir la qualité de roulement de vos trains sur votre réseau. Donc, on prend son temps quand on pose de la voie. On ne fait pas ça en se disant « je vais poser ça au kilomètre ». Ça nécessite de bien vérifier en amont les trajectoires des différents coupons de rails, et ça nécessite aussi d'avoir son espace de travail préparé. C'est aussi un moment assez stressant parce qu'on doit le faire assez rapidement une fois qu'on a mis la colle, pour avoir ensuite après le temps de pouvoir faire les derniers ajustements. Je vous conseille de vous aider d'un grand réglé. Là, c'est un réglé de 50 cm que j'ai, parce que pour pouvoir remettre les rails dans la bonne trajectoire et de façon bien rectiligne, le réglé est une aide essentielle. Donc là, je fais d'abord une mise en place à blanc, ce qui va me permettre de vérifier que par rapport à la position relative de mon trackbed, la trajectoire de ma voie est bonne. Et ensuite, après, je vais en coller à la foam tack glue. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut simplement maintenir la voie en place. Elle va être définitivement solidarisée avec le ballastage. Donc il n'y a pas besoin de tartiner, de mettre énormément de colle. Ce qu'il faut, c'est simplement que les traverses ainsi que le scotch qui permet de positionner les traverses soient maintenus en place. Et ce qui va vraiment fixer définitivement la voie, c'est la mise en place de votre ballast. C'est lui qui va assurer l'assise définitive de la voie. Alors, évidemment, quand on doit raccorder un appareil de voie avec une voie de pleine voie, là, j'utilise des éclisses isolantes Peco qui ont la fâcheuse tendance à être très peu visibles parce que Peco a choisi de faire ça en plastique transparent. Donc, ça vient rajouter une petite dose de stress. Et puis là, vous voyez, maintenant, je suis en train de revérifier la géométrie de ma voie pour qu'elle soit parfaitement rectiligne. Les lignes droites sont... Ah, la caméra est tombée. Les lignes droites sont toujours très bien posée, c'est très très rare, ou alors c'est un signe que votre voie est ancienne ou très mal entretenue, qu'elle ne soit pas parfaitement rectiligne. Donc là, en l'occurrence, c'est une gare de passage, certes une voie secondaire, mais c'est quand même une voie qui est entretenue. Donc on garantit une bonne rectiligne de la ligne droite pour justement s'assurer que la pose soit agréable et attrayante à l'œil. Et vous allez voir, ça va être particulièrement critique quand je vais poser le deuxième tronçon de la voie déviée de l'aiguille courbe, où effectivement, je vais avoir besoin de faire des ajustements. Et y compris sur cette partie rectiligne-là, je prends le fait que ce réglé me donne une trajectoire bien droite, pour coller le réglé contre le flanc du profilet du rail et me permettre de pouvoir faire les ajustements par glissement successif. Puis je viens presser la voie pour que toutes les traverses soient bien sur les zones encollées. Je vérifie mes droppers, j'ai pas besoin d'avoir trop de fils qui dépassent. Et pour pouvoir faciliter la mise en place des droppers, je fais 2 petites incisions pour écarter les droppers
de chaque côté et pouvoir me permettre de placer la voix sans que la sortie des droppers vienne gêner la pose et le fait que la voix soit bien horizontale, bien rectiligne. Alors là, comme j'ai une partie courbe qui va nécessiter une déformation de la voix, je fais une vérification au trackbed, sur le trackbed de mes cotes, pour pouvoir justement me permettre de bien placer ce coupon de voix. Et vous allez voir, je n'ai mis pour l'instant que l'éclisse isolante, que sur le rail intérieur, qui est celui qui ne va pas bouger, puisque c'est le rail extérieur qui, lui, va glisser par rapport à la courbe et légèrement déplacer certaines traverses. Donc, ça, encore une fois, une mise en place à blanc, on vérifie l'ensemble des cotes, des trajectoires, notamment de l'anthrax. Là, j'ai choisi de faire une anthrax à 46 mm, ce qui est l'anthrax recommandé par la NEM. J'aurais pu mettre 52 puisque j'arrive sur une zone de gare, mais par souci de cohérence avec le reste du faisceau, eh ben, j'ai décidé de mettre une anthrax à 46. Ça n'a pas d'incidence et je trouve ça plus esthétique de légèrement rapprocher les rails. Alors là, pareil, je vais encoller ma voix. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. J'étale au doigt parce que c'est de la foam tack glue et que ça n'a pas d'incidence. On n'est pas obligé d'utiliser forcément une spatule et avec le doigt, on peut répartir très très bien la colle sur l'ensemble du trackbed. J'en mets pas complètement sur toute la surface du trackbed. Là, j'en mets vraiment, encore une fois, c'est pour maintenir la voix en place, c'est pas pour la coller. La disposition de collage se fait vraiment à la fin. Donc là, je glisse les deux éclisses isolantes et tout doucement, en tordant légèrement le rail, je viens le mettre en place. Et vous voyez, ça n'a pas trop déformé parce que justement, j'avais fait mon test à blanc avant et qu'effectivement, là, j'ai pas un rayon de courbure qui vient totalement déformer le positionnement de mes traverses. Et encore une fois, je viens vérifier mes cotes, je viens vérifier que ma voix est parfaitement rectiligne pour garantir une géométrie la plus parfaite possible, et notamment la tangente qui va prolonger et qui va changer le rayon de courbure entre le rail, l'aiguillage courbe et mon raccord de faisceau. Donc là, il y a une vérification visuelle, une vérification par cote, une vérification par tangente, en plaçant le réglé le long du raccord entre l'aiguille courbe et la voie et le faisceau qui vient rejoindre et qui va rejoindre parallèlement la voie de 46, ce qui va me permettre ensuite après de maintenir correctement la voie en position. Je viens placer mon BV pour avoir une référence visuelle vis-à-vis de ma double voix et je viens régulièrement vérifier mon anthrax de 46 et faire légèrement les modifications nécessaires pour être sûr d'être parfaitement rectiligne. Encore une fois, c'est à cette étape-là que votre pose va être déterminante sur la qualité visuelle du rendu de votre voix. Donc, ce qui est très agréable avec un réseau modulaire et avec un module, c'est qu'on peut se mettre sur le côté et regarder les alignements et vérifier visuellement les alignements et vérifier régulièrement les anthrax et adapter très légèrement, petit à petit, avec le réglé qui lui est bien rectiligne, le positionnement de la voix et ensuite après venir presser avec une petite cale en bois par exemple les endroits qui ne seraient pas suffisamment bien adhérés au trackbed, ce qui permet de pouvoir avoir une voix de qualité. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. J'ai essayé de vous montrer un petit peu les différentes choses remarquables sur la pose de la voix. Il reste encore beaucoup de travail parce que, comme vous l'avez constaté, on a deux tronçons qui sont solitaires par rapport à l'appareil de voix qui, lui, est alimenté de façon autonome, puisqu'il a des éclisses isolantes en entrée et sur ses deux sorties. Donc l'appareil de voix, lui, a une alimentation qui est autonome. Et ensuite, après, on va avoir les deux tronçons de voix qui, eux, vont recevoir des droppers. Ça fera l'occasion de regarder ça dans la vidéo du prochain épisode, donc l'épisode 7.5.
Eh bien écoutez, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne Bienvenue à Wissenheim. On va continuer, comme je vous en avais déjà parlé, de travailler à fond sur le projet Nomade dans les prochaines semaines. Donc c'est essentiellement ça qui va occuper le temps que j'alloue au modélisme ferroviaire pour vous offrir ces contenus-là, ce qui va nous permettre aussi d'avancer énormément. Un grand merci à toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee pour m'aider au financement du projet, notamment acheter des références qui ne sont pas fournies par les partenaires, et puis aussi améliorer aussi les différents éléments de captation, acheter du matériel que je vais tester pour vous. Donc vraiment, un grand merci à toutes les personnes qui ont déjà donné, et merci à toutes les personnes qui donneront après cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!